D'abord, je suis content de vous retrouver. Je veux remercier la vice-première ministre Geneviève qui m'a remplacé hier. Je m'excuse auprès de ma mère, j'avais oublié de l'aviser que je ne serais pas ici hier, donc elle était très inquiète. Donc, je ne suis pas malade, je suis en pleine forme. Et donc, content d'être de retour. C'est au tour de la ministre de la Santé d'être en vacances aujourd'hui. Elle a une longue interpellation demain qui s'en vient avec l'opposition, donc il faut qu'elle se prépare. Donc, je suis avec le docteur Arruda, qui est vraiment à plus que 2 mètres de moi. Donc, on respecte les consignes. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 98 nouveaux décès, donc un total de 1859. Je veux bien sûr offrir toutes mes sympathies, mes pensées, mes condoléances aux familles, aux proches. On a beau tous les jours annoncer de nouveaux décès. C'est toujours des vraies nouvelles personnes qui ont des vraies familles, donc c'est très difficile. Peut-être une précision, pas parce que les personnes, dépendamment du lieu où ils viennent, sont plus ou moins importantes, mais juste pour les fins de suivi de la situation. Sur les 98 décès qu'on a eus hier, 92 étaient des personnes qui vivaient dans les résidences de soins de longue durée et donc 6 qui vivaient dans la population en général. Pardon. Je veux aussi préciser une chose. Là. Depuis le début, j'essaie de tout vous dire la vérité. Quand on regarde la situation dans les CHSLD, on a actuellement 4400 personnes qui sont infectées à la COVID-19 dans les résidences de soins de longue durée. Évidemment, on va tout faire pour essayer d'en sauver le maximum, mais il faut, à un moment donné, être réaliste. C'est certain qu'il va continuer d'y avoir beaucoup de décès, malheureusement, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à partir du moment où il y a 4400 personnes infectées. Là, c'est difficile de mettre un ratio. J'ai bien essayé avec le docteur Arruda, là, mais c'est difficile à prévoir, mais on peut quand même prévoir, malheureusement, qu'il va y avoir d'autres décès. Peut-être vous dire aussi, les 4400 personnes qui sont infectées sont concentrées dans 280 résidences. Donc, sur 2600 résidences qu'on a au Québec, CHSLD, RPA, ARI, il y en a 280, donc un peu plus que 10 qui sont infectés. Les autres n'ont pas de cas d'infection. Donc, c'est certain, quand on parle du personnel qu'on ajoute et puis de l'attention qu'on porte, on se concentre d'abord sur ces 280 résidences, sur ces 4400 personnes là, qui sont infectées. Puis bon, j'aime mieux vous dire que probablement, malheureusement, que le bilan des décès au cours des prochains jours, des prochaines semaines, risque de continuer d'être élevé dans la partie résidence, soins de longue durée. Ça m'amène aussi à vous faire une précision, parce que je lis encore beaucoup d'articles où on fait des comparaisons avec ailleurs dans le monde, d'autres provinces, d'autres États, d'autres pays. Il faut être très, très prudent dans les comparaisons, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne déclare pas les décès dans les centres de soins de longue durée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits où on dit, une fois la crise terminée, on mettra en place la méthode qui s'appelle en anglais « excess death », où on va comparer le nombre de décès pendant la période de la crise avec les mêmes périodes des années précédentes pour voir justement combien de décès réels sont reliés à la COVID-19. Et selon plusieurs spécialistes, on risque d'avoir dans plusieurs pays, plusieurs autres endroits dans le monde, des mauvaises surprises. Ici au Québec, là, et puis on a toujours été réputé pour ça, même quand il y a des fortes chaleurs ou qu'il y a d'autres problèmes qu'on vit, tout est déclaré, là, que les gens aient été testés ou non par épidémiologie. Je finis par être capable de le prononcer avant
la fin, j'espère. Mais bon, donc on déclare tous les décès. Je reviens sur les cas et les hospitalisations. On a 27 538 cas confirmés, une augmentation de 944. 1684 personnes hospitalisées, une augmentation de 36. 214 personnes aux soins intensifs, une diminution de 8. Bon, c'est sûr, quand on regarde les hospitalisations, 1684, on vous avait déjà dit qu'on avait, au début de la crise, libéré 7000 lits. Mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ces 1684 lits occupés sont dans la région de Montréal. Donc, on suit de très près la situation à Montréal. On l'a vu au cours des dernières heures. Il y a entre autres 3 hôpitaux qui ont causé des problèmes importants. Là, Maisonneuve-Rosemont, le Lakeshore à Pointe-Claire, puis l'hôpital Douglas, là, qui reçoit des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Bon, vous dire, il y a beaucoup de patients qui ont été sortis ou qui sont en train d'être sortis de ces 3 hôpitaux pour être envoyés. Vous savez, on l'avait dit, on a réservé des hôtels, là, des vrais hôtels, là, comme le Best Western ou comme la Place du Puy. Puis on a aussi refait, réaménagé l'Hôtel Dieu. Donc, on est en train de sortir beaucoup de patients, ces 3 hôpitaux, pour être capable aussi de repartir un peu à zéro. Donc, il y a un grand nettoyage, désinfection qui va être fait. Puis on est quand même optimiste d'être capable, dans les prochains jours, de reprendre le contrôle dans ces 3 hôpitaux. Bon, il y a une situation aussi qui est inquiétante à Montréal-Nord. Beaucoup de personnes sont infectées. C'est probablement la sous-région là, au Québec où il y a le plus de cas. Donc, les responsables de la santé publique sont sur le terrain, ont commencé à faire des tests, des suivis des personnes qui ont été rencontrées par les personnes qui ont été testées positives. Puis dans les prochains jours, on va augmenter de façon très importante les tests à Montréal-Nord. Parlant de tests, bon, d'abord, on est rendu au Québec à 214 000 tests. Si on veut se comparer, là, puis comparer des comparables, puis ça, on peut le faire pour les tests, ça veut dire qu'on a fait un peu plus que 25 000 tests au Québec par million d'habitants. Je vous donne quelques exemples. En Ontario, on en a fait 18 000. Aux États-Unis, on en a fait 18 000 par million. Au Royaume-Uni, 12 000. En France, 7 000 tests par million. Donc, nous, on est à 25 000. Et il est prévu que dès la semaine prochaine, là, actuellement, on fait à peu près 6 000 tests par jour. Dès la semaine prochaine, on va passer à 14 500 tests par jour. Et dans les semaines qui vont suivre, on va augmenter encore plus. Là. Dr. Arruda aura l'occasion dans les prochains jours de vous expliquer ce plan-là. Bon. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets du déconfinement à Montréal. Je viens de le dire, la situation est pas mal sous contrôle quand on sort de Montréal, mais à Montréal, il y a encore des hôpitaux, il y a beaucoup de lits d'occupés, donc les marges de manœuvre sont moins grandes à Montréal. Juste vous dire, puis vous rappeler, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on réouvre demain matin. Je vous rappelle, les commerces à Montréal, on prévoit qu'ils vont réouvrir le 11 mai, et que les écoles à Montréal vont ouvrir le 19 mai. Donc, on est aujourd'hui le 30 avril. Ça veut dire concrètement là, qu'il nous reste 11 jours pour les commerces, 19 jours pour les écoles. Et moi, je veux juste vous dire, là, le go, là, puis je ne fais pas de jeu de mots, va être donné seulement si toutes les conditions sont remplies avant ces dates-là. Puis, les conditions sont les mêmes à peu près partout dans le monde. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pose 6 conditions qu'on suit de très près. Donc, l'épidémie doit être sous contrôle. On doit avoir assez de tests, être capable de faire assez de tests. On doit porter une attention aux milieux vulnérables, comme on le fait actuellement à Montréal-Nord. Il doit y avoir des mesures de mise en place sur les lieux de travail.
On doit s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui arrivent de l'extérieur. Ça, on a eu l'assurance de M. Trudeau. Puis, on doit mobiliser les communautés. C'est ce que je fais presque à tous les jours. Et je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance du docteur Arruda puis de la santé publique. Moi, je dirais même c'est le contraire, là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute, là, comme si c'était ma mère. Donc, je veux juste vous rassurer, là, je n'ai pas d'influence indue sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile. Maintenant, le personnel de la santé. Bon, j'ai entendu tantôt les infirmières. Je comprends très bien là, qu'il y en a qui ont besoin de repos. Puis on fait tout pour essayer de combler les postes des personnes qui sont absentes. Je vais vous faire une espèce de bilan. Bon, on est à 10 500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau. On est rendu à 7 200 personnes qu'on a trouvées, qui travaillent maintenant grâce à Je contribue. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, surtout que on me dit que la grande majorité de ces personnes-là souhaitent rester après la crise. Donc, très bonne nouvelle pour tout le monde, là. C'est encourageant pour le long terme. On a aussi 1200 étudiants et enseignants qui sont dans nos établissements actuellement. On a ce matin 241 soldats au total qui sont dans nos établissements et on prévoit bientôt en ajouter 276. Bon, si vous additionnez tout ça, là, ça ne donne pas 10 500. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on fait moins de chirurgie actuellement. Donc, il y a du personnel qui habituellement était dans les hôpitaux, qui a été transféré. Je pense qu'on a à peu près 120 médecins, puis il y a des infirmières, des préposés, donc qui ont été déplacés des hôpitaux vers les autres établissements, en particulier les CHSLD. Puis on continue le recrutement. Là. Puis je continue à dire aux gens, inscrivez-vous, tous ceux qui sont prêts à venir travailler dans nos CHSLD, qui sont prêts à venir travailler à temps plein, ou les personnes qui sont retraitées, qui veulent revenir, là, c'est le temps ou jamais, là, on a besoin de vous autres. Mais je veux quand même vous dire là, que la plupart des postes actuellement sont comblés. Donc, il reste encore des ajustements à faire à certains endroits. Là, c'est pas parfait, mais quand même, la situation s'améliore. Donc, je veux dire aux infirmières que on comprend que vous allez devoir prendre des vacances, là, bien méritées. Il s'agit juste, là, bon, qu'on travaille ensemble là, pour la suite des choses. Je veux revenir sur les consignes. Oui, on a fait un plan, on a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal. Je ne suis pas trop inquiet pour les régions, mais pour Montréal, là, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Je sais qu'il y a eu une espèce de débat hier sur l'interprétation des lois, mais au-delà de l'interprétation des lois, on n'en veut pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, là, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille n'est pas gagnée à Montréal. Et je veux le répéter, je l'ai dit quand j'ai annoncé les dates pour les écoles puis pour les entreprises. Si la situation se détériore, il n'y aura pas d'ouverture à Montréal. Puis je n'hésiterai pas, là, je n'irai pas prendre de risques. Donc, franchement, il faut respecter les consignes si on veut graduellement revenir à une situation un peu plus normale. Je termine avec mes remerciements du jour. Je veux remercier les personnes qui s'occupent des enfants vulnérables. Bon, vous savez, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Il y a 1 an, on entendait la fameuse histoire de la petite fille de Granby qui a touché, je pense, le cœur de
de tous les Québécois depuis